Quelle est l'origine de la peinture? Les anciens avaient un mythe qui est intéressant à raconter là-dessus. Ils disaient que la peinture avait été inventée par un berger désœuvré qui, par une belle journée comme aujourd'hui, avait simplement comme ça tracé négligemment son ombre sur le sol. Puis, en se détachant, il s'était rendu compte qu'il avait là une espèce d'effigie, une espèce de portrait de lui-même. Hein? Alors, ce mythe, évidemment, est faux. On n'en sait trop rien, ce que c'est l'origine de la peinture et même ce que les découvertes de la préhistoire ont pu ajouter là-dessus n'a pas beaucoup éclairé les choses, a plutôt ajouté encore plus de mystère. Mais comme tous les mythes, celui-ci comporte un enseignement intéressant. Hein. Au fond, ce qu'il suggère, c'est que, avant même d'être une représentation de quelque chose, la peinture a été d'abord un geste. Hein. Parce que si vous y songez, le rapport entre l'ombre, par exemple, et la personne dont c'est l'ombre n'est pas très bon. Le rapport de ressemblance en particulier n'est pas très bon. Ça dépend de tellement de choses, tellement de facteurs. Si vous êtes tôt dans la matinée, l'ombre va être très allongée. Si vous êtes au milieu de la journée, il va être très rapetissé. Ensuite, ça supprime toutes les couleurs. Mais c'est un excellent indicateur de la présence de quelqu'un. Vous ne pouvez pas voir mon ombre sans me voir aussi en même temps. Mon ombre m'accompagne, comme on dit toujours. Hein? Et même, d'une certaine façon, on pourrait dire que le rapport entre l'ombre et la personne est un rapport de causalité, un peu comme la fumée, si vous voulez, est l'effet du feu et est donc un bon signe du feu, un index du feu, comme on dit en termes sémiotiques. Hein? Non seulement, d'ailleurs, mon ombre est un index de ma présence, mais même mon geste lui-même, traçant au sol comme ça le contour de cette silhouette, est également un bon signe de ma présence, un bon index, si on veut, puisque c'est un effet direct d'une cause qui est moi, là, en train de tracer ces choses-là. Et cette façon de concevoir l'origine de la peinture, vous comprenez qu'elle met beaucoup plus l'accent sur la peinture comme geste, comme performance, que comme représentation, hein, comme on l'a toujours un peu imaginé. Et disons, on pourrait dire que les peintres que nous allons aborder aujourd'hui, qui sont les expressionnistes abstraits américains, au fond, reviennent presque au départ de la peinture, refont la peinture en donnant extrêmement d'importance à ce geste de peintre, beaucoup plus qu'à la représentation. Le peintre en particulier qui illustre ça très bien, c'est Jackson Pollock. Est-ce qu'avec Jackson Pollock, on revient vraiment au degré zéro de la peinture? Après ce long périple européen que nous venons de faire au cours de toutes les émissions précédentes, on a l'impression justement d'un nouveau départ. Et peut-être qu'il n'y a pas de meilleur document pour le démontrer qu'une série de photos que le photographe Hans Namuth avait fait à l'atelier de Pollock. À un moment donné, il s'agissait d'illustrer un article sur comment Pollock peint un tableau. Et Namuth était allé rencontrer le peintre et avait, en somme, avait réussi à lui faire accepter, en fait, de se faire photographier par Namuth. Alors, Namuth s'est mis dans un coin et il a pris, enfin, vraiment beaucoup de photos, presque des centaines. Et à partir de ça, on avait fait l'illustration de son article. Donc, Pollock au travail. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs similarités avec le mythe des anciens que je vous racontais tout à l'heure. Pollock a déposé d'abord sa toile sur le sol et il travaille donc un peu de la même façon comme quand je traçais mon ombre sur la surface du sol aussi. Et d'autre part, Pollock semble beaucoup plus à la recherche, en somme, de laisser une trace sur le sol que de faire une représentation quelconque. Évidemment, Pollock n'est pas à la poursuite de son ombre, il ne fait pas de contour, enfin, comme le berger de la légende antique le faisait, qui essayait en somme de faire le tour de son ombre pour pouvoir obtenir un portrait. Pollock n'est pas après une représentation dans ce sens-là. Hein. Mais les similarités, enfin, cette idée d'un point de départ de la peinture avec Pollock est intéressante. Mais évidemment, il faut bien se rendre aussi à l'évidence que ce que je vous montrais là, c'est un peu un aboutissement chez Pollock. Il n'a pas commencé par là.
Disons qu'il a commencé, enfin un peu comme tous les peintres, par être influencé par ses maîtres. Il est parti même d'une forme assez figurative. Et on pourrait peut-être illustrer, enfin, ces tableaux plus anciens de Pollock par un tableau déjà assez avancé, marqué un peu par l'influence de Picasso et qui s'appelle The Guardian of the Secret. Hein. C'est un immense tableau dans lequel on trouve un élément important, fait ce grand rectangle au centre, qui est comme un tableau dans le tableau, si vous voulez. Et les Guardians of the Secret, c'est-à-dire les gardiens du secret, on imagine que le secret, justement, est dans ce tableau central, sont reportés en périphérie de chaque côté. Vous avez comme deux grands personnages un peu solennels qui sont disposés de chaque côté de ce grand rectangle blanc au centre. Et il y a même, pour qui va être un peu plus observateur, il y a un chien qui est situé en dessous du rectangle blanc avec les oreilles dressées, qui est peut-être aussi un autre de ces gardiens du secret. Hein. Si vous vous reportez au personnage qui est à droite, vous allez voir qu'il étend la main sur ce tableau-là et au bout de sa main, il y a une espèce de tache rouge là, qui a un peu la forme d'un coq. Hein. Ça, c'est lié peut-être à une histoire personnelle, disons, de la vie de Pollock, qui, on raconte, quand il était tout jeune, il était un peu désœuvré, enfin, avec des amis, et quelqu'un avait eu l'horrible idée de faire, si vous voulez, des tests de force entre les enfants qui étaient là. Il s'agissait de mettre sa main sur une bûche de bois et un autre, le plus vieux de la bande, évidemment, arrivait avec une hache et prétendait qu'il pouvait tomber exactement entre les doigts. Alors, évidemment, qui allait disons, être volontaire pour une pareille chose? Alors, c'est Pollock qui a mis sa main comme ça, et malheureusement, la hache est tombée. Il lui a coupé un bout de doigt. Enfin, il y a des photos de Pollock qui montrent ça, d'ailleurs, dans lesquelles il lui manque un petit bout de doigt. Et non seulement ça, mais le bout de doigt est tombé par terre, puis ils étaient dans une cour, et là, il y a un coq qui est venu et qui a mangé le bout de doigt et qui s'est sauvé avec. Alors, dans le tableau de Guardian of the Secret, on s'est toujours demandé sur cette main étendue avec un coq rouge, justement, qui fait un peu penser au sang, n'avait pas des relations avec cet épisode de son enfance, qui a dû être, d'ailleurs, d'une certaine façon, assez traumatisant. Hein. Alors, donc, les gardiens du secret, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent un espace dans lequel on n'a plus de forme. On a peut-être juste une seule forme qui est maintenue à ce niveau-là. C'est en haut, à gauche, vous voyez vaguement, enfin, une forme de baleine. On sait que Pollock, à ce moment-là, lisait Moby Dick, en particulier de Melville, et était intéressé par tout ce roman fantastique, enfin, à la fois de violence et de mort, etc. Et alors, il a fait dissoudre un peu toutes les formes, sauf celle-là, parce qu'à ce moment-là, il est en lutte, si vous voulez, avec, j'allais dire, son père spirituel, qui est Picasso. Hein. Alors, Pollock, qui vient, en somme, de cet horizon, enfin, de Picasso, dont il essaie de se détacher, ne trouve pas d'autre solution, justement, que dissoudre les formes. Alors, le secret, c'est ça, c'est les formes qui sont en train de se défaire, de disparaître, et la seule forme qui reste, en fait, c'est cette forme de baleine, qui est comme une dernière forme avant d'être engloutie dans cet océan d'informes, si on veut. Hein. Alors, le pas suivant que Pollock va faire dans la direction, justement, d'une plus grande libération des schèmes ou des formes qu'il avait héritées de la tradition, c'est dans un tableau qui s'appelle Mural, ou Mural, si vous voulez, et qui avait été, en fait, une commission que Peggy Guggenheim, qui était la directrice d'une galerie qui s'appelait Heart of this Century, en l'art de ce siècle, avait fait à Pollock. D'ailleurs, Peggy Guggenheim est la première galerie qui avait présenté en solo les œuvres de Pollock, et elle avait beaucoup d'attachement pour lui. Enfin, elle voyait que c'était un peintre qui allait devenir important, et on peut dire que c'est un peu elle qui l'a lancé d'une certaine façon. Et alors, elle lui avait fait donc une commission pour sa maison privée, et Pollock avait décidé, en fait, d'utiliser une immense toile qu'il avait aussi toujours déposé par terre. Lee Krasner, sa femme, qui est aussi un peintre fort important, raconte que pendant plusieurs jours, Pollock était assis devant la toile sans absolument rien faire, comme s'il essayait de solutionner mentalement le problème de cette toile-là avant de l'aborder. Et quand il finit par se décider, il semble qu'il l'aurait peint en une seule nuit, enfin très, très rapidement. Il aurait couvert, en somme, cette toile qui a 20 pieds de long, si je me souviens bien, enfin, à peu près 8 pieds de haut. Donc, c'est vraiment une surface très importante. Et là, si vous regardez le tableau, enfin, c'est le résultat du travail de Pollock, vous allez voir, on a l'impression d'une espèce de procession, de parade de personnages, les uns derrière les autres, comme s'il n'y avait d'ailleurs pas de commencement ni fin à ce tableau-là, comme si ça pouvait se poursuivre vers la gauche indéfiniment ou vers la droite indéfiniment.
Et alors, cette procession, cette façon de composer un tableau sans avoir vraiment un centre important, Pollock le fait aussi à peu près uniquement avec des lignes. Hein. Si vous voyez, c'est un tableau qui est construit uniquement, finalement, avec des lignes. Et alors, finalement, l'autre étape, et là on arrive un peu aux images que je vous montrais tout à l'heure de Pollock au travail, c'est ce qu'on a appelé enfin les fameux drippings. Et alors, le tableau type de ce genre-là, c'est Number One, qui a été fait en 1948. Hein. Number One, qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire que finalement, Pollock décide de ne plus donner des titres littéraires à ses tableaux parce que justement, il n'y a plus de représentation. C'est des tableaux qui se veulent complètement abstraits. Alors, pourquoi pas les appeler tout simplement par un chiffre. Hein. Alors là, c'est à propos de ces tableaux de ce genre-là qu'on a parlé de dripping. Hein. Si vous traduisez le mot dripping en français, ça fait quelque chose comme éclaboussure ou comme giclage de peinture sur la toile. C'était un peu ça que les photos de Namoud, d'ailleurs, donnaient comme impression, hein, comme si Pollock, dans une espèce de période frénétique, aurait répandu comme ça de la peinture dans tous les sens sur une toile. Il aurait fini une toile en 3 minutes. Hein. En réalité, peut-être que les photos nous trompent un peu là-dessus parce qu'on sait que Pollock prenait des grandes périodes à regarder ce qu'il avait fait d'abord avant de continuer. Autrement dit, il y a une phase de réflexion ou de décision qui est prise avant ces périodes plus agitées, là où il fait son dripping. Et d'ailleurs, à décrire la technique de Pollock plus exactement, on pourrait parler plutôt de pouring, si vous voulez, c'est-à-dire de versage ou de... parce que souvent, c'est fait avec des boîtes de conserve ou des boîtes de peinture et le trait qui est tracé sur la toile est en fait versé. Hein? Et le bâton que Pollock tient dans la boîte de peinture, c'est pour diriger un peu l'épaisseur du trait ou sa densité selon les cas. Hein. Alors, quand il travaille comme ça, évidemment, sur une surface énorme qui est posée à terre, on pourrait dire qu'il travaille presque directement dans la peinture, j'allais dire presque physiquement, en mettant son pied sur la toile pour être capable d'aller verser comme ça sa peinture à différents endroits sur la toile. Hein. Et alors, l'effet obtenu de cette façon-là, c'est un effet qu'on a essayé de décrire un peu en parlant, les critiques américains ont inventé le mot de all-over composition. Hein. Le all-over composition, enfin, ça voudrait dire une composition qui n'est pas centrée, sur laquelle, disons, vous n'avez pas de point de focalisation important. Je pense peut-être la meilleure façon de vous faire une démonstration de la all-over composition, ça serait d'imaginer un champ de points, enfin, véritablement, mettons des points jaunes, là, comme ça, les uns à côté des autres, à égale distance, et sans qu'on puisse là-dedans dire ben, où est le centre, où est la périphérie, on a un champ qui est complètement fait d'éléments égaux, si vous voulez. La moindre variation là-dedans, c'est-à-dire si vous décidez d'espacer un peu les points et d'en faire tantôt des colonnes, tantôt des barres horizontales, hein, la moindre manipulation de ce type-là va vous donner au contraire une possibilité de lecture, d'organisation du champ. Mais si au contraire vous le laissez tous comme ça, comme des points très à égale distance, vous obtenez une composition all over. Hein. Évidemment, dans mon exemple de champ de points, c'est une composition vraiment minimale, enfin, pas très intéressante. Dans le cas de Pollock, il y a beaucoup plus d'événements, il y a beaucoup plus si vous voulez, d'objets ou de choses qui arrivent. Par exemple, dans Number One, tout à fait dans le coin droit en haut, vous avez les traces de ses mains. Hein, comme si Pollock s'était véritablement, disons, laissé tomber au-dessus de la toile, puis aurait imprimé comme ça, dans le sommet, les traces de ses mains. Hein. D'ailleurs, ça fait presque penser ça à la préhistoire. Vous savez que dans les anciennes peintures préhistoriques, il arrivait que les peintres de la préhistoire mettent leurs mains comme ça sur la paroi rocheuse et avec une espèce de tuyau fait en os, projettent de la poudre d'ocre rouge comme ça sur leurs mains et ensuite en enlevant la main, évidemment, on voit la trace de la main. Dans le cas de Pollock, on a l'impression qu'il s'est peint les mains avec la peinture puis il les a simplement imprimées comme ça dans son tableau. Ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est que des taches comme ça qui auraient pu, au contraire, créer des points de focalisation importants sur sa toile, on pourrait dire que là, dans ce cas-ci, au contraire, ils sont intégrés dans tout ce réseau de lignes compliquées. Hein. Alors, une des choses à bien comprendre sur cette all-over composition, c'est que, en fait, ce n'est pas vraiment une composition. Hein. C'est que si vous n'avez plus de points de focalisation dans le tableau, vous n'avez plus de hiérarchie entre les éléments, et donc vous ne composez plus. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que le critique canadien
René Payan, en fait, qui a été mon confrère ici au département d'histoire de l'art, supposait au contraire, enfin, ce qu'il proposait, c'est qu'on parle de all-over construction, d'une construction all-over et non pas d'une composition, parce que véritablement, là-dessus, Pollock se détache de toute la tradition européenne qui, au contraire, insistait toujours sur l'idée de composition dans un tableau. Hein. Ça, vous avez là une spécificité, si vous voulez, de la recherche américaine par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, enfin, qui est important de signaler. Et une des conséquences de cette all-over composition, c'est qu'on pourrait dire la partie vaut le tout. Hein. Ici, à côté de moi, j'ai un tableau qui est qui est une meilleure reproduction, si on veut. Ben, si vous voyez tout le tableau, et qu'au contraire, vous allez chercher juste un détail très petit, même, j'allais dire presque gros comme un timbre-poste, l'effet d'une petite partie du tableau est assez semblable, finalement, à l'effet que donne toute la toile. Hein. Comme il n'y a pas de point de focalisation important, comme il n'y a pas de hiérarchie entre les éléments, on peut dire que la partie vaut le tout. Hein. Et tout ça, vous êtes en train de défaire, évidemment, des habitudes visuelles et des habitudes mentales acquises par une longue tradition européenne, et c'est ça que Pollock est en train de proposer. La chose ensuite la plus fantastique là-dedans aussi, c'est qu'il réussit à faire ça en utilisant pratiquement que la ligne. Hein. Or, la ligne avait toujours eu j'allais dire, des valeurs, des fonctions traditionnelles. Hein, à quoi servait la ligne dans les tableaux, j'allais dire, ou même dans les peintures, depuis Lascaux, d'une certaine façon, depuis le début de la peinture. La ligne servait d'abord à délimiter une forme, en dire, ben, voici, ceci c'est extérieur à la forme, et ceci est intérieur à la forme. Voilà une forme, mettons un cercle. Alors, par la ligne, je fais que ce cercle est bien délimité. Et deuxièmement, la ligne servait à détacher la forme d'un fond, enfin dire, ben voici, c'est un objet, c'est un animal, c'est une personne. Alors, on le détache du fond, ou c'est un cercle qui se détache du fond. Et finalement, je dirais, la ligne avait comme troisième fonction de désigner la forme, c'est-à-dire, ceci est un cercle, ceci est une table, ceci est un objet, etc., de pouvoir lui donner un nom. Hein. Or, si vous pensez à la nature de la ligne chez Pollock, elle n'a aucune de ces fonctions. La ligne ne délimite pas une forme, et il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur à la ligne de Pollock. Elle est pure ligne dans l'espace, si on veut. D'autre part, elle ne détache pas de forme du fond. Et on pourrait dire donc à la limite que dans le tableau de Pollock, il n'y a pas de fond. D'ailleurs, on sait que Pollock utilisait des toiles non préparées, c'est-à-dire des toiles sur lesquelles on n'avait pas mis une couche de gesso là, pour la rendre blanche, etc. Il utilisait la toile brute, ce qui faisait évidemment que la peinture s'imbibait dans la toile, littéralement, et alors, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'elle faisait oublier le support sur lequel était posée. C'est allé si loin, d'ailleurs, cette idée-là chez Pollock, qu'il a même utilisé une fois du verre comme support, c'est-à-dire le tableau est peint sur une plaque de verre. Hein? Il s'agit de Number 29, là, qui a d'ailleurs cette particularité sympathique pour nous, qui est le seul tableau de Pollock qui est conservé dans un musée canadien. Hein? Il se trouve au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa, et c'est le seul tableau de Pollock qu'on trouve dans tous les musées canadiens. Et ce tableau-là avait été fait d'ailleurs dans des circonstances un peu particulières. Namoud, après avoir photographié Pollock, comme ce que je vous montrais au début, avait voulu faire un petit film sur Pollock. Et il avait pensé que ça serait intéressant de voir le tableau se faire devant la caméra. Et il avait demandé à Pollock s'il pouvait s'installer sur une plaque de verre comme ça et verser enfin sa peinture là-dessus, comme il faisait sur ses toiles, et que lui, Namoud, serait couché au sol, sous la plaque de verre, en train de photographier à travers. Hein. Et alors, le résultat de ça, ça a été Number 29, qui a finalement abouti, avec le petit film qui l'accompagne d'ailleurs, au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Et alors, mais là, pourquoi je parlais de ce tableau, vous vous souvenez, c'est pour donner un exemple justement de ces tableaux sans support. Parce que, évidemment, si les lignes sont placées sur un support complètement transparent, on peut dire que le support n'existe plus. Hein. Alors donc, avec Pollock, vous avez une ligne qui ne délimite rien, hein, qui n'a pas d'extérieur d'intérieur, et qui ne détache pas une forme d'un fond, et donc qui, à la limite, pourrait se passer de tout support, et évidemment, qui ne désigne rien avec un nom propre. On pourrait parler d'une peinture véritablement complètement abstraite à propos de ce tableau-là. La nouveauté de l'approche de Pollock a vite fait poser le problème de comment appeler, en fait, cette nouvelle tendance qu'il représentait. Et vous allez voir, il n'était pas
le seul évidemment. Et on s'est demandé, en somme, comment désigner ce nouveau courant de peinture qui va prendre de plus en plus de l'ampleur, comme ça, à New York, à ce moment-là. Et on a proposé assez vite le terme expressionnisme abstrait. Hein. Il semble d'ailleurs que celui qui, sinon être le premier à avoir employé le terme, mais au moins en tout cas avoir lancé l'idée, c'est Sidney Janis. Hein. Sidney Janis, qui va devenir d'ailleurs un propriétaire de galeries importantes à New York. Et Janis avait donc écrit un bouquin dans lequel il disait qu'il essayait de situer l'art américain nouveau de son temps en disant qu'il est situé un peu comme une espèce de synthèse entre les deux grands courants de peinture européenne. Et pour lui, la peinture européenne avait deux versants. Il y avait d'abord, disons, un versant surréaliste et qu'il faisait remonter, en somme, à la tradition romantique. Et il y avait un versant, au contraire, abstrait, qu'il faisait remonter à la tradition classique. Alors, il disait que ce qui arrive, en fait, dans la peinture américaine de New York de son temps, c'est la fusion, en somme, ou l'addition de ces deux tendances-là, une tendance surréaliste ou expressionniste, si on veut, d'une part, puis d'autre part, une tendance abstraite qui se fusionnait. On pourrait beaucoup discuter, en fait, du bien fondé de cette distinction et éventuellement de cette nomenclature, parce que vous vous rappelez, enfin, à partir des cours qu'on vient de voir ensemble, que l'art abstrait européen en particulier avait des sources dans le romantisme allemand, et donc ce serait difficile de complètement l'isoler de ce courant-là. Et par ailleurs, il est arrivé que les surréalistes, et en particulier les plus intéressants d'entre eux, comme Masson et Miro, soient allés assez loin du côté de l'art abstrait. Alors c'est pour ça que peut-être son analyse de l'art contemporain est un peu discutable, et aussi, évidemment, finalement, l'espèce d'amalgame qu'on a fait entre expressionniste et abstrait là, pour désigner les Américains, c'est peut-être pas la meilleure façon de les désigner. C'est pour ça que finalement, il y a eu d'autres propositions. Hein, on a trouvé ça un peu trop négatif, comme si c'était simplement d'expliquer le nouveau par l'addition de deux choses plus anciennes. Hein. Alors, on a voulu décrire plus positivement de quoi il s'agissait, et celui qui a proposé un terme qui va faire fortune, j'allais dire surtout chez les artistes, c'est Harold Rosenberg, un critique et poète américain, qui a, que vous voyez ici à l'écran, Rosenberg, c'est le très grand monsieur qui est à côté de Kiesler, qui est plus petit. Et alors, lui, Rosenberg a parlé d'action painting, hein, de peinture d'action. Et il avait été influencé un peu par la pensée existentialiste de son temps, et il voyait dans l'acte même de peindre un moyen pour le peintre de se construire comme être. Hein. Alors les peintres ont beaucoup aimé cette façon de voir leur travail, si on veut. Enfin, c'est comme si le peintre se faisait littéralement en peignant. D'ailleurs, ça, c'était vrai de quelques-uns d'entre eux, en particulier de Pollock, comme vous savez peut-être, enfin, qui était affecté d'alcoolisme. Et les meilleures périodes de Pollock, celles où il arrivait à garder un peu de sobriété, c'était quand il peignait vraiment. C'est-à-dire, on a l'impression vraiment d'un être qui se fait en peignant, par l'acte même de peindre. Hein. Alors, cette définition de Rosenberg a eu un certain succès pendant un certain temps. Et finalement, vous en avez une troisième, je dirais, qui a été aussi importante, c'est celle, la définition qu'a proposée Clement Greenberg. Hein. Alors, Greenberg n'a pas proposé de terme, de slogan, si on veut. Il a parlé de American Type Painting, et son principal souci, c'était d'essayer, évidemment, de définir en quoi la peinture américaine apportait quelque chose de nouveau par rapport aux conventions de la peinture européenne ancienne. Hein. Alors, dans le texte qui suit, vous allez voir Greenberg définir assez bien cet American Type Painting. Il semble que ce soit une loi du modernisme que soit rejetée toute convention non essentielle à la survie d'un moyen d'expression dès qu'elle est reconnue comme telle. Nulle part les conventions sacrifiables de la peinture n'ont été attaquées plus directement et de manière plus soutenue qu'à New York récemment. Alors, s'il s'agissait véritablement de se débarrasser des conventions picturales de l'Europe, on peut dire que la contribution de Pollock était très importante. Lui qui avait, en somme, s'était débarrassé des fonctions traditionnelles de la ligne et avait aussi mis de côté complètement l'idée même de composition. Hein. Alors, Pollock est le premier, si on veut, où il va être à la fois, disons, j'allais dire, comme annoncé, enfin, par un autre peintre dont on va parler à l'instant, qui s'appelait Arshile Gorky.
Et il va être aussi suivi alors par toute une série de peintres importants qui forment ce qu'on pourrait appeler enfin, une espèce d'école de New York. Je pense à De Kooning, à Klein, aussi à Motherwell. Hein? Et vous allez avoir même la femme même de Pollock, Lee Krasner, aussi, qui va faire une contribution importante. Et finalement, trois peintres qui ont l'air assez différents, enfin, dont les tableaux sont très différents d'aspect, mais qui se rattachent, vous allez voir, d'une certaine façon aussi au courant. Barnett Newman, Clyffer Still et Mark Rothko. Hein. Alors donc, on a là toute une série de nouveaux noms, si on veut, de ces peintres américains. Hein. Le premier, alors je disais, l'ancêtre un peu de ce mouvement-là, c'est Gorky. Hein. Et le tableau, évidemment, que vous voyez maintenant, qui représente lui et sa mère, enfin, n'a pas l'air, à première vue, de se rattacher du tout au courant que je viens de définir. Hein. Gorky était d'origine arménienne et il avait immigré aux États-Unis en étant relativement jeune, en fait. Et son père l'avait précédé aux États-Unis et il avait laissé sa famille en Arménie. D'ailleurs, dans une période absolument épouvantable. En fait, il y a eu des massacres d'Arméniens par les Turcs, etc. En fait, c'était une période très, très difficile. Et le père, enfin, voulant éviter d'être dans l'armée turque, s'était réfugié aux États-Unis avec le rêve d'y faire venir sa famille. Mais ce rêve s'était jamais, finalement, beaucoup réalisé. Et en particulier, la mère de Gorky avait voulu un peu lui rappeler son souvenir. Elle s'était fait photographier avec son fils. Et cette petite photo qu'on connaît, puisque le père l'a reçue, il l'a gardée, et il a fini par la donner à Gorky, et ce qui est à la source, en somme, de ce grand tableau de Gorky, hein, où il s'est représenté, lui, à l'âge de 9 ans, à côté de sa mère. D'ailleurs, sa mère a fini par mourir avant qu'elle puisse émigrer aux États-Unis, et Gorky est allé seul retrouver son père là-bas. Le tableau de Gorky, ce qui est frappant, je ne sais pas si vous l'avez noté en regardant l'image tout à l'heure, c'est les dates. Hein. Gorky a eu ce tableau-là sur son chevalet pendant des années. Hein, et il l'a refait continuellement. Et ça donnait un petit peu, si vous voulez, raison à Rosenberg quand il parle d'action painting. Hein. C'est comme si le résultat du tableau était moins important que l'acte même de faire le tableau. Hein. Alors Gorky, reprenant constamment son tableau, le modifiant, et même dans son état fini, je dirais, d'ailleurs on en connaît en plus 2 versions, puis des tas de croquis préparatoires, même dans son état fini, on pourrait dire qu'il y a des parties qui ont l'air encore non finies, comme par exemple les mains de la mère qui ont l'air comme presque dans le plat, j'allais dire, et aussi, en fait, son tablier est un peu comme un nuage qui passe, etc. C'est comme s'il y avait des parties qui n'avaient pas été encore terminées. Hein. Alors ça, cette idée-là d'un tableau qui est plus important comme acte de peindre que comme résultat, ça illustre assez bien, évidemment, les thèses de Rosenberg. Hein. Gorky ne s'en tiendra pas à des tableaux réalistes comme ça. Il va faire des tableaux beaucoup plus originaux. Hein, et peut-être, enfin, pour illustrer ça de façon simple, peut-être le meilleur exemple, c'est celui-là, qui a un titre un peu bizarre, The Lever is the Cock's Comb. Ça veut dire quelque chose comme le foie et la crête du coq. Hein. Alors, le titre fait penser à une espèce de poème surréaliste, mais le tableau n'a pas grand-chose à voir avec le surréalisme. Il y a 2 choses qu'il faut remarquer ici. C'est d'une part l'importance de la ligne de Gorky qui est extraordinaire. Hein. Gorky a une maîtrise extraordinaire sur sa ligne. Il y a aussi le côté, et là je vais employer un terme anglais parce que c'est difficile de traduire, le côté painterly du tableau de Gorky, c'est-à-dire le côté peinture, application de peinture apparente. Hein. Et ça, ça va être 2 éléments, la ligne et la painterliness, si vous voulez, qui vont être très importants dans les tableaux de Pollock et des autres qui l'ont suivi. Hein. Et ça, ils le doivent un petit peu à Gorky. Alors, Gorky a une imagerie biomorphique. Hein, je pense que c'est un bon exemple de ça aussi. Vous savez, on en parlait à propos du surréalisme, à propos de Miro, ses formes biomorphiques. Sauf qu'au contraire de Miro, ici, on a une abondance de formes de toutes sortes. Vous reconnaissez peut-être, en regardant le tableau, des éléments comme qui ont l'air des artichauts, des œufs, ou même un sexe masculin à un moment donné. Enfin, il y a toutes sortes de formes biomorphiques. Puis il y a même la fameuse forme du foie qui a dû donner l'idée du titre du tableau. Hein. Alors, Gorky, donc, ouvre la porte à ce qui va suivre. Un de ses amis les plus chers, je pourrais dire, quelqu'un qui était très, très près de Gorky à ce moment-là, est un autre immigré qui venait d'Hollande et qui s'appelait Willem de Kooning. Avant d'émigrer aux États-Unis, de Kooning avait connu dans son pays d'origine le style à la mode de son temps, le style moderne,
c'est-à-dire l'école qui avait été un peu inspirée par Mondrian et ses disciples immédiats, là, comme Van Doesburg et d'autres, et qu'on appelait de style, justement. Hein. Et ça se sent d'ailleurs dans ses tout premiers tableaux. Ça, c'est un aspect important chez De Kooning, qu'il a connu ensemble l'art abstrait géométrique bien avant l'art figuratif. Hein. Alors, il a commencé par ça. Et alors, dans les tableaux de jeunesse, si on veut, on peut dire, on a souvent des vues très simplifiées comme ça de cet art géométrique qu'il avait appris en Hollande. Hein. Il se détache bien vite de ce genre-là et propose alors des peintures où on pourrait dire dans lesquelles les formes sont plutôt plus biomorphiques, enfin plus proches de la nature, et aussi une gamme de couleurs bien différentes. Et ça, vous l'avez dans Élégie, qui est un tableau qu'on pourrait décrire un peu comme une espèce de personnage désarticulé. Enfin, ce qui est en haut du tableau, c'est un peu comme un menton avec un bout de nez noir qu'on voit apparaître au-dessus. Peut-être une jambe, peut-être deux seins, etc. Ce serait un peu dans le genre de ces tableaux que Picasso avait fait et qu'on rattache à l'époque de Dinard. Hein? C'est comme un personnage féminin sur une plage devant la mer bleue qui est en arrière. La couleur ici a paru un peu vulgaire, un peu... C'est comme si De Kooning cherchait une gamme colorée qui soit différente, enfin qui ne soit pas celle de l'Europe éventuellement. Et plus étonnant encore ici, c'est la façon dont le tableau a été fait. Dans la fiche technique du tableau, on vous dit qu'il est fait avec huile et fusain. Hein? Alors le fusain, habituellement, on s'attend de le voir dans le fond, hein, en esquisse. Mais ici, dans Elegy, le fusain intervient à tous les niveaux, comme si De Kooning ne voulait pas vraiment qu'on distingue bien entre ce qui serait, disons, esquisse, préparatoire, dessin, et par ailleurs, peinture finie. Hein, comme si vraiment les deux choses allaient de soi ensemble, comme s'il voulait garder jusqu'à la fin le côté improvisé d'un dessin dans sa peinture. Hein. Alors, après, De Kooning va se faire connaître, surtout comme peintre plus abstrait encore, dans des tableaux qui utilisent à peu près aucune couleur et qui vont s'en tenir simplement au noir et blanc. Hein. Alors, le premier de cette série qu'on pourrait montrer ici, en fait, qui s'appelle Light in August, lumière au mois d'août, si on veut, c'est-à-dire, c'est le titre d'un roman de William Faulkner. Évidemment, le tableau n'a pas de rapport direct avec le roman, sauf que le roman raconte l'histoire d'un noir qui s'appelait Christmas et qui était d'ailleurs en fait un mulâtre, enfin qui était né je pense, d'un père noir et d'une mère blanche, et dont le drame, évidemment, c'est d'appartenir à deux mondes, à deux univers culturels différents, et qui n'arrive à trouver son identité que par le meurtre. Enfin, ça, c'est le roman de Faulkner. Ça avait impressionné De Kooning quand il avait lu, et il a retenu ce titre-là. En réalité, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de rapport avec le tableau, sauf le titre, évidemment. Et dans le tableau, d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on trouve des éléments de figuration. Alors, on penserait que ça peut avoir quelques rapports avec le roman, mais en fait, ils sont très gratuits. Vous pouvez voir peut-être une espèce de carton d'allumette. On voit comme deux portes au bas du tableau. Il y a un cercle aussi à côté qui pourrait être plus isolé. En somme, il y a des éléments comme ça qui rappellent vaguement un peu les formes naturelles. Vous le retrouvez aussi dans un autre tableau du même époque, Black Friday, peut-être de façon un peu plus claire. Vous avez une petite maison en haut à gauche, une épingle de sûreté à gauche aussi, mais en bas, un pouce aussi qui apparaît. Enfin, il y a des éléments comme ça que De Kooning semble retenir, mais qui ne donnent aucune, j'allais dire, aucun indice sur le sens du tableau. Hein? Comme si on prenait simplement des bouts de figuration pour composer son tableau, pour l'organiser, mais qu'au fond, ils n'avaient pas d'intérêt comme tel. Alors, le carton d'allumette, épingle de sûreté, c'est d'ailleurs souvent des objets, ou même le pouce même de Kooning qui est placé comme ça dans le tableau, c'est des objets qui l'entourent, enfin, qui font partie des objets qu'il y aurait sur sa table et qui sont utilisés comme ça. Hein? Et la chose étonnante, c'est que malgré le procédé et la façon que De Kooning emploie, on obtient aussi, au fond, un effet all over, hein, qui est assez semblable, mais par d'autres moyens, à l'effet qu'on avait chez Pollock. Hein. Alors, dans les tableaux all over, vous avez de moins en moins d'importance au centre du tableau. Et ça va se sentir chez De Kooning aussi. Il va reporter souvent tous les événements comme en périphérie de son tableau. Hein. Comme ici, Town Square, là, qui fait penser un petit peu à une vue d'une ville vue par avion, si on veut, où on aurait alors toutes les petites maisons disposées autour d'un centre. Hein.
Alors, ce tableau-là, qui est tout blanc, en fait, d'une certaine façon, qui est fait avec très peu d'éléments colorés, donne évidemment en contraste l'idée à De Kooning de travailler au contraire avec la couleur. Et là, vous avez un tableau qui s'appelle Asheville, dans lequel De Kooning fait intervenir, au contraire, beaucoup plus de couleurs. Asheville, c'était si vous voulez, c'était le nom d'une petite ville près de Black Mountain College, où De Kooning a enseigné. Enfin, ça paraît étonnant que De Kooning ait pu être professeur, parce qu'il avait plutôt la réputation d'être très bohème et très, pas du tout dans le genre enseignant, mais enfin, il a fait quand même une expérience à Black Mountain. D'ailleurs, son collègue immédiat était Hal Bers, qui était peut-être aux antipodes de son art aussi. Et les artistes de ce collège allaient s'approvisionner en matériel d'artiste dans une petite ville qui s'appelait Asheville, hein, d'où alors le titre de ce tableau, et aussi éventuellement le jeu de mots. Vous savez que ashes en anglais, ça veut dire les cendres, et ça expliquerait alors un peu la couleur rouge ou le thème de feu, enfin qu'on trouve un peu dans Asheville. Hein. Et alors là, on voit De Kooning expérimenter ensemble avec les différents moyens qu'on lui donne, une all-over composition, beaucoup d'importance de la ligne, mais des lignes qui sont tantôt figuratives, tantôt abstraites, et finalement aussi l'intervention de la couleur. Et tout ce processus lent chez De Kooning aboutit à un tableau fort important qui s'appelle Excavation, dans lequel, d'ailleurs, ce tableau qui va être envoyé à la Biennale de Venise, alors on sent qu'à ce moment-là, De Kooning y attachait beaucoup d'importance. Et ce tableau a un rapport assez curieux avec, vous savez, ces photographies qu'on prend sur les plateaux pendant un film. Et là, le film qui avait passionné De Kooning à l'époque, c'était le fameux film Bitter Rice, hein, dans lequel la grande actrice italienne Silvana Mangano jouait, et qui est un film, si je me souviens bien, qui est de Giuseppe De Santis. Hein. Et il avait dans son atelier, près de son chevalet, si on veut, la photo que vous voyez à l'écran, où on voit justement les femmes qui travaillent dans les rizières en train de protester contre les conditions de vie qu'on leur fait. Et on retrouve ces bouches ouvertes et ces gerbes de riz dans le tableau Excavation. Enfin, mais c'est pas toujours très facile à voir, mais on les retrouve un peu à un endroit ou à l'autre dans le tableau. Hein. Alors, comme si, là aussi, il y a une espèce de point d'accrochage avec la réalité. Pourquoi il a appelé ça Excavation? Ça décrit davantage, je dirais, la façon dont le tableau est peint par superposition de plans, un peu comme dans un tableau cubiste d'ailleurs, sauf qu'au lieu d'aller en relief vers nous, ça irait en profondeur. Enfin, c'est comme si on creusait dans la pâte, enfin, pour obtenir le tableau. Hein. Alors, De Kooning là-dessus, enfin, donc là, on pourrait dire que ce serait son tableau abstrait majeur, enfin, qu'il fait avec Excavation. Et là, on ne pouvait pas s'attendre, évidemment, à ce qui va suivre. Parce que De Kooning avait fait sa réputation comme peintre abstrait, et il arrive tout d'un coup avec un tableau qu'il intitule Woman One. Pourquoi Woman One? Parce qu'il va en avoir une série de 5 ou 6 après, et qui, au contraire, est tout à fait figuratif. Hein. Alors, ça a scandalisé beaucoup. On a dit De Kooning abandonne la cause de l'art abstrait. Pourquoi fait-il une chose pareille? Et on n'a pas compris, évidemment, son tableau, d'autant plus que le personnage est représenté de façon un peu horrible. Ça a l'air d'une mégère épouvantable qui est présentée sur ce tableau. Hein. On connaît les phases de production du tableau grâce à une série de photographies, malheureusement uniquement en noir et blanc, parce qu'elles ont été faites à l'époque, et dans lesquelles on voit De Kooning au travail. Hein. D'abord, il avait pensé de faire 2 femmes côte à côte, enfin sur un grand papier. Puis ensuite, il s'est ravisé, il s'en est tenu à un seul personnage, et dans les premiers tableaux de la série, on voit qu'il avait pensé d'abord de faire plutôt une jeune fille américaine plutôt qu'une vieille dame. Hein. Et alors, le personnage, on pourrait dire, change de figure au fur et à mesure que le tableau avance. On connaît jusqu'à 200 états de ce tableau-là. Il y a travaillé pendant 2 ans. L'atelier de Kooning est absolument incroyable parce qu'au lieu de voir des tubes de peinture puis de quelque chose de bien rangé, c'est c'est dans un désordre indescriptible. Il y a des giclages de peinture sur tous les murs, etc. Enfin, c'est travaillé longtemps, si vous voulez, son tableau, mais c'est fait
toujours en essayant de maintenir, j'allais dire, toute la surface fraîche, hein, c'est-à-dire qu'il intervient partout à la fois, il le refait. Et ce n'est qu'à la fin, donc, de ce long processus qu'il aboutit à l'image qu'on connaît, qu'on a essayé, en somme, d'interpréter de toute façon. On a fait appel aux Vénus aurignaciennes, aux idoles mésopotamiennes, et tout ce qu'on voudra. Ça définit plutôt l'érudition des critiques d'art. Ça ne donne pas une bonne clé du tableau. Ce que je pense, ce que de Kooning a dit d'ailleurs, c'est qu'il y avait un élément d'humour dans son tableau, d'une part, puis d'autre part, il a dit lui-même assez bien l'effet que le tableau a eu dans son propre développement. L'effet a été salutaire. Élimination du problème de la composition, de l'agencement, de la lumière, de tout ce discours sur la ligne, la couleur et la forme. C'était de cela dont je voulais me débarrasser. On retrouve là, donc, les conventions sacrifiables dont parlait Clément Greenberg, puisque de Kooning était prêt à sacrifier en particulier la composition en prenant ce schéma-là. Et vous allez retrouver la même attitude chez les autres peintres de ce qu'on pourrait appeler l'école de New York, enfin chez les autres expressionnistes abstraits. Comme par exemple chez Franz Klein aussi, ce qui va être prêt à sacrifier, d'une certaine façon, c'est la couleur, pour s'en tenir simplement au noir et blanc et obtenir alors de cette façon-là aussi des images très fortes. On pourrait aussi voir chez Motherwell un peu le même souci de séparer ensemble la peinture de tout ce qui n'est pas important dans la peinture, s'en tenir aussi à des couleurs très très fortes. Et là, en plus, de vouloir évoquer une espèce de contenu politique, en fait, cette allusion à la guerre d'Espagne, qui n'est fut ni plus, à cette république qu'on attend toujours et qui serait symbolisée dans ce tableau pourtant abstrait. Chez Lee Krasner, que j'ai déjà mentionné parce qu'elle est la femme de Pollock, vous avez alors aussi cette volonté de sacrifier toute composition, puisqu'on a déjà même avant Pollock l'idée même de la all-over composition que je vous expliquais plus haut. On la retrouve dans les Little Paintings de Lee Krasner. Et enfin, alors chez Hans Hofmann, qui a été d'ailleurs le professeur de Lee Krasner, qui a rencontré Pollock, etc., chez Hofmann, donc, cette idée aussi de faire travailler les couleurs par elles-mêmes dans ce qu'il appelait le push and pull, c'est-à-dire que certaines couleurs repoussent le spectateur et d'autres, au contraire, l'attirent. Et alors, Hofmann aussi réduisait ensemble les problèmes de la peinture à cet élément-là. Alors, chacun, à sa manière, donc, sacrifie une des conventions de la peinture européenne et propose autre chose, propose quelque chose qui est nouveau, enfin, qui est cette émergence, ensemble, de la peinture abstraite sous une nouvelle forme en territoire américain. Mais le groupe peut-être le plus intéressant qu'on peut rattacher à cette tendance de l'expressionnisme abstrait, c'est le groupe qui serait formé par Barnett Newman, dont vous venez d'apercevoir un tableau, Clyffe Still et Mark Rothko. Je dis ils sont intéressants parce qu'ils vont revenir à des problèmes de contenu, chose qu'on voyait moins chez les précédents. Mais aussi, ils vont proposer des inventions formelles tout à fait radicales. Justement, dans ce tableau, One Moon, fait par Barnett Newman, à première vue, enfin, on a très, très peu de choses à voir. On a un fond qui est d'ailleurs davantage ce que j'avais défini plus haut dans une autre émission, vous vous souvenez, comme un champ coloré. On a presque l'impression, d'ailleurs, que ce champ orange, là, qui occupe presque toute la surface du tableau, est comme un morceau de tissu qu'on aurait arraché comme ça à son espace. Et au milieu de ce fond, vraiment en respectant la symétrie, chose dont Mondrian avait toujours peur, d'une certaine façon. Là, au contraire, en respectant cette symétrie, vous avez une ligne verticale, peinte avec une pâte un peu plus grasse, enfin un peu moins régulière, et qui correspond au fameux zip que Barnett Newman a défini, enfin, comme un zip, c'est-à-dire comme presque quelque chose qui traverse comme ça l'espace rapidement. Il y a d'ailleurs un rapport de valeur entre ces deux couleurs. Si vous voulez, c'est comme si on avait la même teinte orangée, tantôt en valeur sombre, tantôt en valeur claire. Et si bien qu'on sait que Newman avait voulu suggérer justement un rapport plus profond, un rapport symbolique qui est signifié un peu dans le titre. One Moon, ce n'est pas un mot qui existe tel quel dans le vocabulaire anglais. C'est une contraction, si vous voulez, en tout cas une partie de mot. C'est le mot atonement, qui veut dire expiation. Et en anglais, le Day of Atonement, c'est le jour d'expiation qui, dans la tradition juive,
est désigné plutôt comme le Yom Kippour. Hein. C'est le jour de réparation, si vous voulez. C'est le jour où, dans le calendrier des fêtes juives, on se repent des fautes passées, puis on se prépare pour une autre année. Et la tradition juive voulait que le jour de l'atonement, le jour de l'expiation, comme ça, soit aussi le jour de la première création. C'est le jour où Dieu aurait créé Adam, à partir de la terre, d'ailleurs. Et ces deux couleurs, la couleur du zip, enfin, dans le tableau de Newman, et aussi la couleur du fond, ou du champ, si vous voulez, qui est derrière ce zip, c'est les couleurs un peu de la terre aussi, à partir duquel Adam aurait été fait. Et d'ailleurs, souvent, dans les tableaux Newman, le zip correspond à un personnage, correspond à un homme qui s'affirme comme ça dans, j'allais dire, l'espace cosmique, en fait, qui est derrière lui. Ça peut étonner, après ce qu'on a vu, disons, en parlant de Pollock ou de Motherwell ou des autres, l'intervention aussi explicite, en somme, d'un symbolisme chez Newman, c'est que, tout en ayant, au fond, une forme très, très dépouillée, il a aussi tenté, en somme, d'ajouter un contenu, et ce contenu, il va le chercher dans la tradition où il a été lui-même élevé, si vous voulez, la tradition juive. Hein. Dans le deuxième tableau, qui alors joue aussi sur vraiment des valeurs minimales, j'allais dire, qui s'appelle Concord, et là, vous avez au fond deux, j'allais dire masking tape, en fait, disons des rubans gommés qui sont collés sur la toile directement. La toile elle-même est peinte en une espèce de verre, si vous voulez, et alors on a ces deux rubans gommés dans lesquels on pourrait dire la couleur a un peu, s'est imbibée un petit peu, ce qui fait qu'ils sont un peu irréguliers comme ça. Évidemment, si vous voulez évoquer la concorde, comme le titre l'indique, vous avez besoin d'au moins deux éléments, alors d'où les deux zips qui sont là. Et ensuite, est-ce que la couleur verte, enfin, ne sera pas la couleur qui convient ici, une couleur de printemps, couleur d'espoir, plutôt que toute autre couleur pour ce sujet particulier. Hein. Alors, voyez comment est-ce que Newman procède. En somme, il part véritablement d'une espèce de thématique qu'il essaie d'explorer comme ça d'un tableau à l'autre, en travaillant même des fois sur des thèmes bibliques. Hein. Un autre tableau, en fait, qui est très impressionnant aussi, qui s'appelle Abraham, et qui est fait encore là presque avec rien, en fait, si on veut, juste une bande noire au milieu d'un champ gris, et qui serait comme sa façon à lui de voir, en somme, la présence de ce grand personnage, enfin, dans l'histoire mondiale, dans l'histoire des religieuses mondiales, je pourrais dire. Et là, on a l'impression, à première vue, d'une symétrie parfaite, mais on pourrait parler d'une symétrie cachée, c'est-à-dire que la médiane du tableau correspond plutôt à la droite de la bande noire qui est présentée ici. Et ça, on peut vous en faire la démonstration sur ordinateur, mais ça ne paraît pas à première vue, et c'est pour ça qu'on a parlé de symétrie cachée, en fait, de symétrie qui n'est pas évidente au premier coup d'œil. Dans Vir Heroicus Sublimis, enfin, quel titre incroyable, ça veut dire, enfin, presque mot à mot, vir, c'est l'homme en latin, hein, alors vir, homme héroïque et sublime, en fait. La notion de sublime est importante pour les peintres comme Newman, ou vous allez voir aussi comme pour Rothko et Still, parce que, justement, ils cherchent à recréer une espèce de contenu comme ça, profond, à leur tableau. Alors, dans celui-ci, qui est immense, hein, c'est un immense tableau, si vous étiez à côté, on est plus court, on est plus petit que la hauteur de ce tableau-là. Vous avez, alors on voit apparaître un peu ces zips, enfin, au moins un blanc, puis il y en a un peu plus pâle là, sur la droite, qui forment une espèce de carré parfait, quoique à cause de la disposition dans le tableau, on a l'impression d'une dissymétrie là aussi. Et alors cette étendue énorme, enfin, de couleur rouge là, qui couvre toute la surface, comme si ce carré fragile, enfin au milieu, était l'homme perdu dans cet espace cosmique. Hein. Il y a d'ailleurs un des tableaux de Newman qui s'appelle « Who is afraid of red, black and white hein? ». Alors, en voulant dire justement que la couleur elle-même peut arriver à suggérer tous ces espaces. Hein. Alors, on le voit donc chez un peintre comme Newman, des préoccupations de contenu, des préoccupations qui reviennent donc à l'idée de sublime éventuellement. Et ça, alors, ça nous replace un petit peu dans cette tradition romantique du Nord que j'ai évoquée à plusieurs reprises au cours de ces leçons. On pourrait dire d'ailleurs que d'une certaine façon, Newman est un descendant lointain de cette tradition romantique. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que l'auteur qui a le mieux dégagé cette chose-là, qui est Robert Rosenblum, a écrit un livre qui s'appelle Modern Painting and the Northern Romantic Tradition, et en sous-titre From Friedrich to Rothko.
Et d'ailleurs, le tableau qu'il a reproduit ici sur la couverture de son livre, vous le connaissez, je vous l'ai montré dans une émission précédente, justement à propos de l'art abstrait européen, c'est le fameux moine, enfin, qui est devant la mer, le tableau de Friedrich. Et disons explicitement dans le bouquin, Rosenblum rapproche le tableau de Friedrich d'un tableau de Rothko. Hein. C'est-à-dire, donc, on a affaire là à une tradition qui est très ancienne, ça veut dire, qui remonte au fin du 18e, surtout au 19e siècle, et qui aboutit finalement, dans ses œuvres américaines, enfin, à des propositions vraiment minimales. Hein. Alors, il nous restera à voir donc Clyffe Still et Rothko, enfin, dans la suite de Newman, sur ce sujet-là. Clyffe Still traite, enfin, la surface picturale comme un immense champ coloré. Hein. Mais par contre, au lieu de le diviser, enfin, par une ligne verticale comme Newman le fait, il l'occupe par des taches qui me font penser un petit peu, vous savez, à ces photos des taches solaires, enfin, qu'on a réussi à faire maintenant que les astronomes nous montrent. Et c'est-à-dire que la tache chez Clyffe Still n'est ni superposée au fond, et ni non plus une ouverture sur le fond. Elle est vraiment située à même le champ. Enfin, elle en fait partie, et au fond, on pourrait dire qu'elle le dynamise aussi. Hein. Et si vous regardez ça, chaque tableau de Clyffe Still, au fond, nous propose souvent une variation sur ces thèmes-là. Parfois, ça évoque un peu, comme dans cet exemple, je dirais presque un paysage du Grand Canyon ou quelque chose comme ça. Remarquez que Still s'est toujours défendu de peindre la nature. Il dit « Je ne peins pas la nature, je ne peins que moi-même. Hein. I don't paint nature, I paint myself ». Mais malgré tout, ces connotations qu'on peut trouver dans le tableau peuvent être intéressantes, enfin, finalement, et il se rattache aussi, vous vous souvenez, à ce thème des hautes montagnes, enfin, dont j'avais parlé à propos du romantisme, à propos de cette tradition romantique du Nord. Hein. Et le dernier peintre que j'aimerais présenter, enfin, dans le présent contexte, ça serait donc Mark Rothko, aussi, qui a travaillé un peu dans le même esprit que Newman et Still. Chez Rothko, les plages colorées se situent un peu comme une espèce de champ coloré, si on veut, un peu comme on voyait pour Still, sauf qu'il les traite, enfin, je dirais, d'une façon tellement vaporeuse qu'on a l'impression, justement, qu'elles sont comme suspendues dans l'espace et que le fond, enfin, joue un rôle aussi à l'arrière-plan. Hein. Ces taches colorées, d'ailleurs, sont difficiles à situer dans l'espace quand vous regardez le tableau de Rothko. On peut les imaginer comme s'avançant vers nous, ou au contraire reculant, et certaines même, je dirais, dans une espèce d'ambivalence. Enfin, on ne voit pas bien où elles se situent. Elles sont comme des zones d'ambivalence dans le tableau. Et on pourrait parler alors d'une espèce de respiration du tableau chez Rothko, hein, comme si les zones avançaient ou reculaient comme ça au fur et à mesure où on les contemple. Et les couleurs, évidemment, ne sont jamais neutres. On pourrait dire que chaque tableau de Rothko évoque un registre de sentiments ou d'émotions humaines particulières. Parfois, ils sont très dramatiques, ou au contraire, des fois, ils paraissent tout à fait évoquer plutôt des paysages plutôt printaniers ou des couleurs plus gaies, enfin plus simples. Remarquez que l'association des sentiments ou des émotions qu'on peut avoir avec les tableaux de Rothko sont souvent plus subtils que simplement, enfin, tableau gai ou tableau triste. Hein. D'autant plus que Rothko lui-même était intéressé par le théâtre, et en particulier par le théâtre d'Eschyle, et qu'il a justement, enfin, rappelé comment ce côté dramatique, enfin, de la peinture qu'on avait, enfin, dans la tradition romantique en particulier, était important à ses yeux. C'est une idée très répandue chez les peintres qu'il importe peu ce que l'on peint, pourvu que cela soit bien peint. Telle est l'essence de l'académisme. Il n'y a pas de bonne peinture à propos de rien. Nous tenons que le contenu est crucial et que le seul contenu valable est à la fois tragique et intemporel. C'est pourquoi nous prétendons à une certaine parenté spirituelle avec les arts primitifs et archaïques. La dernière œuvre importante de Rothko est une commandite qu'il a eue d'un millionnaire de Houston, M. Doménil, qui lui a demandé, en somme, de faire la décoration d'une chapelle. Il s'agit d'une chapelle non confessionnelle, et donc l'art très abstrait de Rothko convenait tout à fait dans ce genre de milieu. Il est intéressant justement de voir que ces peintres qui ont été marqués un peu par la tradition romantique du Nord soient revenus évidemment à des thèmes religieux finalement. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut parler, en somme, de ces peintres de l'école de New York comme véritablement d'une école, hein? Un peu dans le sens où on a parlé de l'école de Paris, hein? Bien, à première vue, on les trouve trop individualistes pour cela, mais au fond, si vous y songez, ils se rejoignent dans certaines options formelles en particulier. Ils ont tous un sens du all-over, enfin, dans leur tableau. Ils ont tous attaché d'importance à un élément ou l'autre du langage plastique. Et aussi, ils ont été prêts à faire le sacrifice de certaines conventions que la peinture européenne avait transportées avec elle depuis le début. Les peintres qui vont les suivre, d'ailleurs, auront un problème parce que cette génération-là a été très forte, a été très importante, et c'est les peintres qu'on a rattachés à cette tendance qu'on appelle le pop art.